Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le samedi 3 février 2024 et j'ai le plaisir de recevoir une figure du monde agricole qui est apparue récemment sur la télévision et sur les réseaux sociaux et qui s'est fait tout de suite remarquer par son franc-parler qui a frappé beaucoup de gens. Je veux parler de Sébastien Béraud, qui est agriculteur en Haute-Loire et qui a accepté de venir à UPR TV pour répondre à un certain nombre de nos questions. Bonjour Sébastien. Bonjour Monsieur Asselineau. Déjà merci de permettre de me donner un peu plus de visibilité pour mon combat. Là on est dans un combat. Donc moi je suis Sébastien Béraud, je suis éleveur parce que j'ai des vaches laitières et j'ai des vaches à viande en Haute-Loire, à côté du Puy-en-Velay. Donc je suis en GAEC, c'est une société à 3 associés, avec mon fils qui vient de rentrer là, au 1er janvier 2024, et un autre associé de 35 ans qui n'avait rien à voir avec le monde agricole et qui en rêvait, donc je lui ai permis de faire son rêve. Voilà, je fais du lait et de la viande. On a à peu près 150 hectares et c'est à partir de ces cultures qu'on essaye d'être autonome pour nourrir notre cheptel, pour éviter de la fluctuation des prix des intrants au maximum. Vous avez quel âge ? J'ai 50 ans, je viens d'avoir 50 ans. Vous êtes né au Puy-en-Velay ? Je suis né au Puy-en-Velay. Je suis issu d'une famille d'agriculteurs depuis tout le temps. On a toujours été agriculteurs. Aussi. Donc vous avez repris une exploitation de votre familiale, père, familiale. Familiale, de mon père et de ma mère. On a rassemblé. Ma mère était fille unique de mon père. Et leurs parents et grands-parents, ils étaient toujours agriculteurs. Ils ont fait les différentes guerres pour défendre notre France. Moi, ce combat que je mène, c'est le combat rêvé depuis l'âge de 16 ans. Donc ça fait 34 ans que j'attendais cette semaine. Je savais que ça allait arriver. Mais je me disais, il y aura bien quelqu'un qui le fera à ta place. Je comptais beaucoup sur les gens. Et puis à un moment donné, je me dis, il faut le faire pour tes anciens et l'avenir de tes enfants. Tu n'as pas d'autre solution, tu n'as pas d'autre choix. Je voyais bien qu'on était toujours manipulés, on avait toujours des broutilles. Je dis non, tu peux pas, il faut y aller au combat. Et vu que maintenant j'ai mon fils, avec mon associé, ils sont arrivés à faire le boulot. En plus, on est en période creuse, là on a de la chance. On ne va pas aller moissonner ou faire les foins demain. On n'a pas de semis. Donc j'ai dit il faut sacrifier une semaine, voilà, c'est pas un gros sacrifice hein, par rapport à nos anciens qui mangeaient les rats. Vous imaginez bien que moi c'est même un plaisir. J'ai passé 8 jours, non pas tout à fait 8 jours, 6 jours sur Paris. Pour moi c'est des vacances parce qu'aller d'un plateau à l'autre et défendre mon agriculture, c'est mon rêve absolu. Mais pour moi, c'est naturel. C'est pour ça que je suis beaucoup écouté, beaucoup vu, parce que j'ai pas besoin de me forcer. Ça sort de mon cœur. Je parle avec mon cœur. Même des fois, c'est même plus moi qui parle. Je suis tellement chaud que quand je me réécoute, je me rappelle pas l'avoir dit, parce que j'ai imprégné un discours au fond de moi. La nuit, quand je dors avec ce discours. Je prépare mon discours en dormant. C'est quelque chose qu'il faut le vivre pour le croire. C'est du surnaturel pour moi. Alors, c'est très touchant ce que vous dites, mais je vais me faire l'avocat du diable. Je vais vous dire pourquoi est-ce que vous n'avez pas intégré, ou est-ce que vous avez déjà intégré une structure syndicale, et qu'est-ce que vous pensez des syndicats, il y en a quand même un certain nombre, des syndicats d'agriculteurs. Alors, vous avez, quel est comment dirais-je, l'expérience historique que vous en avez vue, parce que j'ai vu que vous n'êtes pas tendre, notamment avec la FNSEA. Très bonne question. Donc moi, dès l'âge de 16 ans, j'étais encore à l'école. Et j'ai créé le centre cantonal des jeunes agriculteurs dans mon canton. C'est ce qui est aujourd'hui les jeunes agriculteurs qu'on les voit avec la FNSEA. Mais je vous parle de ça il y a 34 ans. Donc il faut aller 34 ans en arrière. On n'avait pas Internet. En 90, donc. Voilà. Et avant le traité de Maastricht. Voilà, et il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas cette FNSEA qui roulait pour l'Europe cannibale. Les accords, tout ça. Donc, on n'est pas du tout dans le même contexte. Quand j'ai créé ce CCJA, à l'époque, c'était pour réunir les jeunes agriculteurs, pour avoir du lien, donc au départ, on faisait des jugements de bétail, c'est-à-dire qu'on faisait des concours. D'ailleurs, à l'époque, j'avais gagné le concours départemental et j'étais monté à Paris pour la première fois pour faire le jugement national au salon de l'agriculture. Et après, on faisait des concours de labour. Donc là aussi, les concours de labour, c'était une petite rivalité saine entre cantons du département. Et souvent, mon canton, on gagnait beaucoup de prix. Et d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de concours de labour. J'ai rempli 2 vitrines avec mes copains de ma commune de Saint-Paulien, à qui je leur fais un coucou. Et c'était très bon enfant, c'était convivial. Tout ce qu'on a perdu aujourd'hui. Aujourd'hui, la convivialité, tout ça, elle est plutôt sur les réseaux sociaux. C'est dommage. On a perdu cette âme qui tient les territoires, les terroirs. Donc, je me suis vite rendu compte que j'irais pas bien loin avec cette structure-là. Mais quand on est jeune, c'est pas pareil. Après, j'ai pris de l'âge, j'ai pris la bouteille. Et donc, arrivé en 2008-2009,
j'étais entre la bascule jeunes agriculteurs. Jeunes agriculteurs, avant, c'était jusqu'à 35 ans. Maintenant, j'ai compris qu'on était jeunes agriculteurs jusqu'à 40 ans. Parce que la FNSEA, ils ont un petit souci, c'est qu'ils ont du mal à tirer les gens chez eux. Donc, ils essayent que la structure JA dure un peu plus longtemps. Et vu qu'après, quand ils vont aux élections chambre d'agriculture, ils cumulent ces deux stratagènes de syndicats. Donc, moi, arrivé à la fin des JA, j'ai dit non, je ne peux pas aller à la FNSEA, j'ai bien compris qu'ils nous roulaient dans la farine. Donc avec mes copains agriculteurs, dont Pascal Massol, je peux le citer, un bon copain de l'Aveyron, on avait créé l'APLI, c'était l'Association des producteurs laitiers indépendants, et on a créé un mouvement fantastique, c'était un mouvement indépendant des syndicats et des politiques, ce que j'aimerais pouvoir faire. À l'époque, on avait déversé des grandes quantités de lait à travers toute la France et l'Europe au niveau de l'européenne Milborg. Et à cette époque-là, pourquoi on avait fait ça? C'était pour qu'on reprenne le carnet de factures, pour que la décision finale elle revienne aux producteurs. Donc on avait asséché les grandes multinationales, les coopératives et les groupes privés, pour plus qu'ils puissent fabriquer du fromage, du yaourt, du beurre. On voulait les tenir par les... Voilà. Mais parce que à la tête de ça, c'est la FNSEA. Donc on avait pas mal réussi notre coup. Sauf qu'à la fin, on s'était aperçu, on était en relation avec Greenpeace, et Greenpeace nous a dit, les gars, attention, ils font rentrer énormément de paquebots d'huile de palme, on est quasiment sûr qu'ils sont capables de fabriquer des produits lactés avec de l'huile de palme, donc il faudrait peut-être mieux arrêter de faire la grève du lait, parce qu'ils vont vous faire crever, c'était le cas. Donc ils arrivaient à fabriquer des yaourts sans lait avec l'huile de palme, c'est comme ça que j'ai compris l'entourloupe des industriels. Et donc après, 2014 et 2019, j'ai monté des listes aux élections chambre d'agriculture, avec mes copains de la coordination rurale, mais j'étais toujours en tant que non syndiqué. Vous n'étiez pas à la coordination rurale? Non, j'ai jamais payé de cotisation, mais j'allais avec eux parce que j'étais le plus proche de leurs idées et c'était le syndicat qui faisait qui avait plus d'opposition, d'ailleurs comme cette semaine. Mais moi, je voulais attirer les voix des non-syndiqués, parce qu'en fait, il y a à peu près 50% des agriculteurs qui ne sont pas syndiqués. Donc, un agriculteur sur deux. Et donc, on a fait ce qu'on a fait, on a fait des bons scores. Et puis après, j'ai continué. J'ai été aux élections municipales dans ma commune, parce que c'était pareil, là aussi, c'était... Vous êtes intéressé quand même un peu par la politique, alors? Ah oui, beaucoup. J'ai infiltré l'UMP à l'époque, j'étais plutôt bien copain avec Laurent Wauquiez, que je salue, mais voilà... Parce que vous êtes de la Haute-Loire comme Laurent Wauquiez, d'accord. Voilà, mais le souci, ils sont passés au gouvernement et on a été trahis par leur équipe de Sarkozy, ils ont toujours signé des accords de libre-échange et nous ont fait rentrer de force dans l'Europe, donc je ne peux pas continuer avec eux, même si j'apprécie beaucoup Laurent Wauquiez, on ne peut pas dire, il dirige bien notre région, mais je ne peux pas, donc voilà, je continue toujours, je me bats, donc je suis conseiller municipal aujourd'hui, d'ailleurs je crois que votre bras droit, pour m'avoir, il a appelé ma mairesse, alors que je suis conseiller municipal d'opposition. Mais en fait... C'est un petit village, tout le monde vous connaît. Voilà, mais voilà, il n'y a plus d'opposition. Moi, j'essaye de travailler pour ma commune et ça se passe plutôt bien. Hein. D'ailleurs, je remercie les adjointes avec qui je travaille en commission urbanisme, ça se passe super bien. Et donc, est arrivé la semaine dernière, ma femme, elle m'a dit, mais tu vas pas te battre toute la vie. Il va peut-être bien falloir un moment que ça claque. Elle m'a dit, il faut que tu montes à Paris. C'est ma femme qui m'a poussé. Elle fait quoi, votre femme? Elle est aide-soignante. Aide-soignante. Elle m'a poussé. En tant qu'aide-soignante, elle voit aussi la situation de la santé en France et des hôpitaux. Oui. Mais enfin, il faudrait qu'on fasse une émission spéciale hôpital. Elle, oui. Voilà. Mais là, on va parler vraiment agriculture. C'est le cœur de notre société. Si on veut être demain à la France, il faut qu'on ait des paysans. On est au cœur du réacteur nucléaire. Là, il n'y a pas d'autre solution. Les paysans, c'est les habitants du pays. Et moi, je peux pas, quand je suis passé à l'Arc, j'ai fait une émission hier sous l'Arc de Triomphe, le soldat inconnu à l'Arc de Triomphe, il y a une grande chance que ce soit un paysan. C'est peut-être un arrière-grand-père à moi, parce qu'il y en a qui sont parvenus de la guerre de 14. Donc moi, voilà, mon cœur, il palpite pour eux et puis il palpite pour ces jeunes. La semaine dernière, donc, il y a eu une manifestation au Puy-en-Velay. Il y avait les drapeaux, c'est JA, FNSEA, tout ça. Et je leur ai dit, moi, je ne peux pas y aller parce que je fais beaucoup de vidéos où je les mets à mal, les têtes. J'en ai rien aux jeunes, aux syndiqués. Moi, j'en veux aux syndicalistes. Et donc, je me rappellerai toute ma vie. Il m'appelle à 5 heures et il me dit, Seb, il faut que tu viennes avec nous. Je dis, pourquoi? Il me dit, tu peux venir, on a fait brûler les drapeaux. On a fait brûler les drapeaux. J'ai dit, vous avez fait la plus belle chose que vous avez à faire. Je leur ai dit, vous pouvez être sûr que je vais porter votre voix à Paris. Mais je ne croyais pas faire tout ce que j'ai fait. CNews, tous les médias. J'en ai fait 12, je crois, cette semaine. Et c'est incroyable ce que j'ai fait. Et je l'ai fait pour les jeunes. Donc maintenant, on va développer pourquoi j'ai fait tout ça. Alors moi, je vous ai, comme pas mal de gens, découvert dans votre passage
sur CNews. Et j'avoue que j'ai sursauté, parce que je suis d'abord quelqu'un qui parle, si vous me le permettez, un peu comme moi, c'est-à-dire qui parle franchement, sans détour, sans calcul politicien. Et puis évidemment, quand vous avez dit qu'il fallait, se débarrasser de Macron, et deux, sortir de l'Europe, je me suis dit, c'est quand même formidable, donc j'ai regardé ça avec attention. Mais on va d'ailleurs repasser peut-être le passage en question dont je vais parler. Regardez ce tout petit passage sur CNews. Alors, s'ils ont quelle est l'issue du mouvement? Je vais la donner. C'est comme ça que ça va se terminer. Démission du gouvernement Macron et sortie de l'Europe. Il n'y a pas d'autre solution. Ah oui, on peut mais vous verrez, ça va se terminer comme ça. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué quand même. Mais vous verrez. Vous avez plus réaliste comme solution, plus concret. On est à un mois du Salon de l'Agriculture, on est à 6 mois des élections européennes, à 7 mois des Jeux Olympiques, et surtout à 1 an des futures élections Chambre d'agriculture. D'accord. Ils veulent tous sortir de l'Europe. On est trahi tous les jours par l'Europe. Ça va être un peu compliqué quand même. Non, ça ne sera pas compliqué parce que le peuple va avoir raison. Attendez, la parole, je souhaite que tout le monde s'exprime. La FNSEA ne veut pas sortir parce qu'ils sont à la tête du COPA-COGECA. C'est la FNSEA et le COPA-COGECA qui signent les accords de libre-échange. Attendez, laissez-moi parler. Oui, mais je vous laisse parler justement. J'ai aussi d'autres invités. Il y a 2 ans, l'électricité, c'est ça. Sébastien. Et j'ai raison sur toute la ligne. Johan et Pierre. Moi, j'entends votre détresse. Mais on la comprend. Qui est indiscutable. On la partage. On est 307. Votre colère, votre détresse, elle est tout à fait compréhensible. Je la partage très largement. Et les bon nombre de Français la partagent. C'est bien ça le problème, c'est que les Français vont monter à Paris. Sébastien. Simplement, en ayant un discours comme celui que vous venez de tenir, je crois que c'est tout à fait contre-productif. Parce que c'est un discours qui, pardonnez-moi monsieur, n'est pas réaliste. Parce que si vous demandez aux Français s'ils souhaitent sortir de l'Union européenne, à l'évidence, ils ne le souhaitent pas. C'est d'ailleurs pour cela que le Rassemblement national a changé de position sur ce sujet. Mais justement, le Rassemblement national, c'est ce que j'ai dit à Julien, il fait une grave erreur. Sébastien. Les Français ne souhaitent évidemment pas sortir de l'Union européenne. Donc, je crois que le discours qu'il faut tenir aujourd'hui est tout à fait contre-productif. Et précisément, si vous vous entêtez à tenir ce discours-là, vous n'aboutirez évidemment à rien. Donc, moi, ce qui m'a frappé dans la façon dont ça s'est passé, c'est que à peine vous aviez dit qu'il fallait sortir de l'Europe, qu'aussitôt, il y a une espèce de chape de plomb terrible qui vous est tombée dessus, avec des journalistes qui vous ont parlé de façon méprisante, avec un rire gras du style « Oui, non, mais très bien, vous n'avez pas quelque chose d'un petit peu plus réaliste, etc. » C'est-à-dire que, si je peux me permettre, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que dire qu'il faut sortir de l'Union européenne, c'est-à-dire en fait appliquer un article du traité, l'article 50, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, ça a été fait par le Royaume-Uni. Pour eux, ils considèrent que c'est complètement irréaliste, alors qu'en revanche, donner des dizaines de milliards à l'Ukraine plutôt qu'aux agriculteurs français pour faire entrer l'Ukraine et détruire l'agriculture française, ça, c'est tout à fait réaliste. On est donc dans une espèce d'inversion du bon sens. C'est d'ailleurs le mouvement des paysans qui renversent justement les trucs. Est-ce que vous avez senti sur le plateau c'est sûr. Cette intimidation qui vous est tombée dessus? Mais j'ai l'impression que j'étais le sans-culotte au milieu de ces cols blancs, parce qu'au début, ça allait super bien avant de faire le... Voilà, ils étaient contents. En plus, il y en avait un déjà qui était venu chez moi l'année dernière, il est du Puy-en-Velay, que j'étais en terrain conquis. Mais là, quand j'ai sorti ça, je les ai vus se décomposer devant moi. Et j'ai vu que j'avais créé un malaise. D'ailleurs, le lendemain, quand j'ai revu un journaliste sur un barrage, je lui ai dit alors... Je me suis présenté et je lui ai dit alors, il m'a dit, la première chose qu'il m'a dit, t'as fait un malheur parce que t'as fait énormément de vues. Mais il m'a dit, la deuxième chose, c'est que t'as créé un malaise, ils savaient plus ce qu'il fallait qu'ils fassent. Et ils ont eu une remontée de bretelles. Leur pantalon, il n'est pas prêt à redescendre, il est bien remonté là. Mais moi, j'ai parlé avec mon cœur et puis j'avais tous les atouts derrière. Il n'y a que 2 pays en Europe qui ne manifestent pas, c'est l'Angleterre et la Suisse. On ne peut pas dire le contraire. Qui sont l'une et l'autre en dehors de l'UE. Voilà. Le Portugal, l'Irlande, la Pologne, les Pays-Bas, l'Allemagne, ici sont tous. On est tous dans la même merde. On nous y a mis de force. Nous, on ne voulait pas y rentrer. On a fait 55, on nous y a mis. Donc 55% contre le traité constitutionnel européen en 2005. Voilà. Donc en fait... est-ce que vous pensez qu'ils vont vous réinviter sur CNews? Ils l'ont dit. Le journaliste l'a dit devant son public. Oui, mais bon. Mais je pense qu'il ne peut pas. Et quoique, et si je leur explosais leur nombre de vues?
Parce qu'à un moment donné, il va bien falloir y avoir la bascule, parce qu'ils vont disparaître, les maestrines, parce qu'il y a énormément de médias indépendants, même vous. J'ai fait énormément de plateaux, mais il faut voir le nombre de vues que ça a fait, ça cartonne, il se passe quelque chose. On le voit, comme on vous disait tout à l'heure avec le vaccin, tout ça, il y a des choses qui n'ont jamais été dites. On le voit avec la guerre en Ukraine, la guerre en Palestine, tout ce qu'ils nous disent, mais c'est complètement le contraire de la réalité. Moi, je suis bien placé pour le savoir, parce que j'ai une amie qui habite dans mon village, c'est la grande reportrice de téléphone, je ne vais pas donner son nom, elle a tout vu, elle a tout compris, et elle ne peut pas le dire. Ça fait 30 ans qu'elle y travaille. Mais il y a quelque chose qui se passe. Donc, moi, je suis naturel. Sûrement qu'ils vont me mettre des bâtons dans les roues. Sûrement qu'ils... Regardez, ils ont commencé déjà à me dire que j'étais un supporter numéro 1 de Zemmour. Sûrement, ils ont gratté dans les caniveaux de la République. Mais en même temps, j'étais copain avec Francis Lalanne. Donc, on ne peut pas dire que je suis... Francis Lalanne, on ne peut pas dire qu'il est d'extrême droite. Quoique, il a changé ces derniers temps. Mais toute sa vie, il était plutôt... Alors, je vais vous interrompre à ce niveau-là. Effectivement, j'ai vu qu'il commence déjà à y avoir sur les réseaux sociaux des manœuvres de dénigrement. Mais oui, ils sont obligés. Contre vous, voilà. Alors, il y a une première truc, c'est que j'ai vu que vous avez travaillé auprès d'Éric Zemmour pour la présidentielle. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais vous expliquer, c'est très simple. Ma maman, qui n'est plus là aujourd'hui, j'ai une grosse pensée pour elle, et je pense qu'elle me suit parce qu'il s'est passé des choses exceptionnelles cette semaine, vous le voyez bien, j'arrive partout. Ma maman, elle adorait Éric Zemmour sur CNews. Elle l'écoutait Europe 1, elle l'écoutait partout là où il était, Éric Zemmour. On peut pas partout, dire. il était partout. Il était partout. C'était pas CNews, c'était Zemmour News, oui. Voilà. Donc elle aimait bien son discours, son franc-parler, qu'il fallait plutôt sortir de l'Europe. Mais il le disait à demi-mot, mais elle ne comprenait pas trop, mais elle aimait son discours. Elle interprétait. Voilà. Parce jamais Zemmour n'a dit qu'il fallait... Voilà, on est d'accord. Il a dit le contraire. Mais c'était le seul journaliste qui disait certaines choses sans les dire à fond. Ouais. Donc ma mère, elle a bien compris que l'agriculture, quand on est rentré en 1990 à l'Europe, depuis, il n'y a plus de France, il n'y a plus d'agriculture française, on le voit bien. 50% de l'alimentation dans les assiettes, elle est importée. Donc ma mère, elle m'a dit, tu devrais écouter cet homme, là, il parle plutôt bien, il est différent des autres. Donc je suis arrivé à me rapprocher de lui par des copains. Donc il y a eu un meeting au Puy-en-Velay, j'ai pris la parole, j'ai fait ce que j'ai fait. J'ai travaillé sur Donc là, on est en début 2022. Ouais, ou en 2021. Ouais, fin 2021. D'accord. Fin 2021. J'ai travaillé sur son programme agricole, parce que moi, le but du jeu, j'en avais rien à foutre de l'immigration, tout ça. Moi, le but du jeu, depuis 16 ans, ma cause, c'est la défense du monde paysan. Ça, c'est le combat de toute une vie. Des fois, il y en a qui me disent, c'est quoi ta passion ? Avant, j'étais passionné du sport. Et là, je suis dégoûté parce que c'est tout du pognon. Et il y en a qui me disent, t'es chasseur, t'es pêcheur. Je leur dis non. Je dis, ma passion, c'est défendre les paysans. Et ils n'ont jamais vu ça. Donc, c'est défendre les paysans. Donc, j'ai dit, je allais chez Zemmour, je montais son programme agricole. Il disait tout ce qu'il disait. Et donc, quand j'ai fait tout ça, il a eu un minimum de reconnaissance. Il m'a dit, ça serait bien, par ses proches, que vous veniez avec moi au salon à Cournon. Parce que le salon de l'élevage à Cournon, c'est au mois d'octobre. Et manque de peau, on ne part pas souvent, nous les paysans. Et je suis parti pendant cette semaine. J'étais parti en vacances, c'était l'arrière-saison. Et je pouvais même libérer, vu qu'à l'époque, on n'était que 2 sur mon exploitation. Et donc, je n'ai pas pu y aller. Donc, je l'ai recontacté. Et j'ai enfoncé le clou. J'ai dit, bon, monsieur Zemmour, je ne peux pas aller avec vous, mais ça serait bien que vous veniez sur mon exploitation pour que je vous explique vraiment avec mes copains. J'ai fait venir des copains de toute la France, des copains comme moi, qu'on n'était pas syndiqués, pour lui expliquer la problématique de la FNSEA, des accords de libre-échange, toute cette mascarade qui est en train de tuer le monde paysan. On est passé de 2 millions d'après-guerre à 350 000 et on perd 50 agriculteurs, 50 exploitations par jour et 2 morts. Donc on lui l'a expliqué en long et en large et en travers. Et j'avais surtout dit, je pense que vous allez vous servir de cette journée pour vous faire votre propagande, tout ça. Je dis en contrepartie, moi j'aime bien qu'il y ait un marché, échange contre échange. Je dis, c'est ma maman qui m'a permis de vous connaître. Je pense qu'à moindre des choses, ça serait d'aller la rencontrer, parce que, en plus, elle était en fin de vie, je le savais malheureusement, et donc il a joué le jeu, on ne peut pas dire le contraire. Donc il a discuté pendant 1 heure avec elle, et ils ont parlé de l'ancien temps, de l'ancienne France, tout ça. Vous savez, c'est son point fort. Éric Zemmour, je ne suis pas là pour le dénigrer, il connaît beaucoup l'histoire de France. Voilà, donc ils ont beaucoup parlé de l'agriculture paysanne, j'étais super content. Et donc, le lendemain, je vais chez... elle avait beaucoup de soins, et l'infirmière est venue le lendemain, et ma maman était contente, elle lui dit, hier j'ai eu la surprise d'Éric Zemmour, mon fils a fait ça, et l'infirmière dit, non, c'est pas possible, Madame Béraud, c'est vos cachets qui vous font dérailler, c'est pas possible. Elle lui a fait voir la photo, parce qu'Éric Zemmour, elle a dit, oui, donc ma maman était contente. Et c'est ça, c'était le 15 février, et le 15 mars, elle est décédée. Donc quand je vois là, BFM merde, qui essaye de me diaboliser en disant que je suis un extrémiste de droite, je suis un anti je sais pas quoi, là, vous savez bien, le fasciste, tout ça. Mais moi, j'en suis à des kilomètres
de tout ça. Donc, ils peuvent gratter. Moi, j'ai jamais rien fait. J'ai mes 12 points parce que sur mon permis, je suis plus souvent sur mon tracteur qu'en voiture. Je fais régulièrement le don du sang, je paye mes factures du mieux que je peux, j'ai jamais été au tribunal, je suis un citoyen français lambda qui en a ras le cul de ce système et qui, à force d'attendre, le temps passe et on est en train de perdre notre France. Donc, moi, je me reconnais beaucoup à travers votre discours. Mais avant de parler de nous, avec Zemmour, comment ça s'est fini alors, finalement? Eh bien, ça s'est fini qu'il n'a rien fait. Après, normalement, il devait parler de nous sur les plateaux. En plus, il les rechoppe, les plateaux. Il n'a jamais parlé de nous. Mais non, là, il est en train de faire de la récupération, comme quoi il était venu, qu'on lui avait expliqué les choses. Mais pendant un an, jusqu'à la semaine dernière, il n'a jamais parlé de l'agriculture. Donc, il y a un moment que je l'ai laissé tomber. Au bout de 2 mois, j'ai appelé ses collègues. Je lui ai dit, il va en parler ou pas? Il me dit, on ne sait pas. Donc, j'ai dit, j'ai fait une croix. D'ailleurs, j'avais vu Marion Maréchal au dernier salon de l'agriculture. Je sais que par derrière, il voulait absolument que j'aille sur la liste. J'ai dit, non, je peux pas. Vous avez rien fait, vous voulez juste me servir de moi, je veux pas. Et est-ce que vous avez compris qu'ils ne veulent pas sortir de l'Union européenne? Ah ben, je l'ai compris, oui, elle vient de le dire il y a 2 jours, Marion. D'accord. À demi-mot, mais elle l'a dit. Donc vous êtes le seul à vouloir sortir avec Philippot, les deux. Alors, vous avez compris. Comment vous avez compris, vous, ce que beaucoup de Français ne comprennent pas, c'est que tant qu'on sera pas sorti de l'Union européenne, tant qu'on restera dans l'Union européenne, rien ne changera. Pourquoi vous l'avez compris, pas les autres? Mais ils le comprennent, sauf qu'ils sont manipulés par les syndicats. Parce que, pourquoi je l'ai compris? Déjà, il y a une grosse arnaque dans tout ça. C'est qu'on récupère 9 milliards d'euros de PAC. Alors déjà, elles ne vont pas tous dans les poches des paysans. Vous pouvez aller sur Télépac. Il y a beaucoup de communes, même à Paris, qui récupèrent des aides PAC alors qu'il n'y a pas 1 mètre carré de blé ni 1 mètre carré de plantes d'herbe. C'est quand même phénoménal. J'ai appris ça cette semaine. Donc, et on donne 21 milliards à l'Europe. Donc on se fait voler déjà d'une bonne dizaine, sachant que déjà tout ne vient pas dans nos poches. Il y en a beaucoup qui restent dans les chambres d'agriculture, parce qu'on a entassé tout ça, les millefeuilles. Donc je me dis, mais il faut vraiment être con de rester dans l'Europe. On perd 10 milliards, là. Si c'est des milliards, on le mettait dans la filière agricole pour développer... On pourrait développer des choses inouïes. On pourrait se passer de beaucoup de pesticides, d'engrais chimiques. Parce qu'il y a quelque chose, il y a de l'agronomie qui se met en place. Il y a des chercheurs. Tout est prêt. Sauf que tant qu'on a affaire à des collaborateurs qui sont dans les syndicats, qui défendent Monsanto et compagnie, c'est tout un truc. C'est des globalistes. Et bien, tant qu'on est dans cette Europe de globalistes, mais on ne pourra pas mettre en œuvre notre plan d'action, qu'il y a beaucoup de gens qui attendent que ça. Mais Sébastien Béraud, vous parlez avec des gens autour de vous. Mais les gens, ils en ont marre, ils le voient bien. Nous, moi, en plus, en Haute-Loire et dans le Massif central, partout où il reste de l'élevage, on est attaqué tous les jours par les accords de libre-échange. Et j'ai vu, il n'y a pas longtemps, sur un plateau... J'étais avec un économiste vraiment bien pointu. Il m'a dit, M. Béraud, la seule solution, c'est de sortir de l'Europe. Déjà, j'y pensais pas mal. Mais lui, il m'a dit, pour faire péter les accords de libre-échange, on n'a pas d'autre solution que de sortir de l'Europe. Si on reste dans l'Europe, on ne peut pas les faire péter. Mais encore une fois, je repose ma question. Ça veut dire que finalement, vous n'avez pas de blocage mental. Mais il y a énormément de Français. Ça fait 17 ans que j'ai créé l'UPR. Je vois bien qu'il y a beaucoup de Français qui ont peur, par exemple, le nombre de gens qui me disent « Oh là là, mais vous vous rendez compte si on sort de l'euro ?» Vous savez que moi, je leur réponds, je leur dis « Mais est-ce que vous vous rendez compte si on y reste ?» Mais c'est sûr. Voilà. En fait, les gens, ils ont peur de sortir de l'euro. Pourquoi? Parce qu'ils entendent la radio, la télé qui leur dit que c'est grave. Les gens qui me disent « Moi, j'ai peur de sortir de l'euro », je dis « Mais pourquoi vous n'avez pas eu peur de sortir du franc ?» Parce que l'euro, finalement, vous ne saviez pas ce que c'était. Et la preuve, ça a été une catastrophe du passage du franc à l'euro. Le pain a été multiplié, tout a été multiplié. Alors là, d'un seul coup, les gens réfléchissent et se disent, c'est vrai. Et je dis, c'est tout simplement parce que tous les médias vous disaient que ça serait formidable. Donc arrêtez de croire les médias. C'est qu'en ce moment, il y a aussi toute une campagne qui se développe pour faire croire aux Français que le Brexit serait une catastrophe. C'est incroyable. Alors que pratiquement tous les critères macroéconomiques, ils se portent beaucoup mieux que la France. C'est incroyable. Mais on met dans la tête des Français que le Brexit serait une catastrophe en se prévalant d'un sondage bidon selon lequel les Anglais regretteraient d'avoir fait ça. Donc vous avec le monde agricole que vous connaissez, les gens autour de vous, quand vous leur dites Ils changent. Parce que moi, je suis parti du principe depuis une dizaine d'années qu'il faut penser le contraire de la science infuse que les mainstream nous le font passer. On l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec l'Ukraine, on le voit encore avec la Palestine. C'est à chaque fois le contraire de ce qui se passe qui nous explique. Donc, vu qu'il nous explique qu'il ne faut pas sortir de l'Europe depuis des années, depuis qu'on y est rentré, alors qu'on nous y a poussé de force, je me dis, il faut penser au contraire. Moi, je suis un complotiste, j'ai pas peur de le dire, mais un complotiste, c'est quelqu'un qui a raison 6 mois trop tôt. On l'a vu avec le vaccin, on l'a vu avec tout, on va pas refaire l'histoire.
Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que là, on est en état de mort cérébrale, les paysans. On est dans le couloir de la mort, on voit notre mort en face et on ne peut plus faire marche arrière. Mais c'est quand même grave quand vous en êtes là. On est de la chair à canon pour l'agroalimentaire. On est des soldats. Nous, aujourd'hui, si on ne vend pas à l'agroalimentaire, on ne peut plus vendre nos produits. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est contraint avec ces accords de libre-échange. On l'a vu, il y a 3 semaines, on a signé des accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. 20 000 km pour faire entrer du lait. Ça fait déjà 30 ans qu'on fait rentrer des agneaux. On a tué la filière du mouton en France parce qu'on fait rentrer du gigot d'agneau qui passe 6 mois sur un paquebot dans des sacs gazéifiés, défiant toute concurrence, 2 fois moins cher. Et vu que dans nos collectivités locales, dans nos maisons de retraite et compagnie, il faut faire des repas pour 3 €, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont acheter la merde de l'étranger. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arriver à bloquer ces importations ou arriver à mettre des grosses taxes comme ils font en Suisse, vraiment de façon à ce que ces produits importés, ils nous coûtent beaucoup plus cher. Et nous, en France, il faut trouver à mettre une TVA sociale à ce que nos produits... Je comprends bien que dans les maisons de retraite, quand vous avez à 2 000 €, il faut qu'ils essaient de jouer sur le prix du repas. Mais il faut peut-être mettre pas de TVA pour essayer de baisser le prix, même pour nos consommateurs français. Je vois bien que le pouvoir d'achat, il baisse. Mais il faut qu'ils puissent manger des produits de chez nous. Nous, nos produits, on les vend en Chine. Et eux, ils sont alimentés à 50-60% avec des produits importés qui n'ont pas les mêmes normes sociales, environnementales et compagnie. On l'entend tous les jours, sauf qu'on l'entend tous les jours et ils veulent rien faire. Et la seule solution, je suis d'accord avec vous, on est obligé de se sortir de ce carcan. Mais mes copains agriculteurs, ils le comprennent. Depuis 1990, c'est la saignée dans les campagnes. Il y a des communes, il n'y a plus un seul agriculteur. Je sais bien. Mais c'est grave. Je sais bien. Le problème qu'il y a dans le monde agricole, enfin dans les campagnes en général, c'est qu'il y a quand même encore énormément de gens qui regardent TF1, BFM, CNews. C'est-à-dire les médias mainstream. Ils n'ont pas encore... On assiste à une montée en puissance des réseaux sociaux, des télévisions sur Internet, mais on a encore une très forte présence. Est-ce que vous voyez une évolution quand même? Oui, parce qu'en fait... pendant des années, on nous a dit au monde paysan, si vous voulez vous en sortir, il faut travailler toujours plus, il faut en faire toujours plus, il faut diluer les charges au travers de la compétitivité. Vous allez voir, on va vendre du lait en Chine, il suffit que chaque Chinois il boive un verre de lait, vous allez voir, on va sauver la filière laitière en France. Ça, c'est le parfait exemple. On a monté des tours de séchage en Bretagne, sauf qu'on n'arrive pas à vendre un litre de lait en Chine. Ils n'ont pas l'enzyme pour digérer le lait. Les Chinois, ils sont faits pour manger du riz. Nous, on est fait pour consommer ce qu'on produit. Il faut que chaque continent arrive à s'alimenter avec ses propres productions. La meilleure écologie, c'est de produire au plus proche du lieu de production. Vous voyez bien, là, que Bill Gates et compagnie, là, ils sont en train de monter une nouvelle artificialisation de l'alimentation. Donc, ils financent qui? Ils financent L214. Donc, pendant des années, on nous a dit, au travers de L214, oh, les paysans, vous êtes des mauvaises personnes, vous tapez vos vaches, vous n'êtes pas gentils avec eux. Quand elles sont en fin de vie, vous les menez à l'abattoir. Eh bien oui, c'est ça, manger de la viande. La viande, elle ne pousse pas sur un arbre, on est obligé de faire passer les vaches dans l'abattoir. Donc, on nous a décrédibilisé avec ça, qu'on est le bien-être animal. Et ça n'a pas pris. Donc vous dites, je vous interromps, L214, derrière, il y a des financements Bill Gates. Bill et Melinda Gates. Voilà. Donc, vu que ça n'a pas pris avec le bien-être animal, qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur copine, la hyène, Van der Leyen, celle-là, que c'est une sorcière? Elle a dit... Vos vaches, elles pètent trop, elles rôtent trop. Il va falloir leur mettre un masque. Donc, vu que ça va être compliqué avec le masque, il vaudrait peut-être mieux supprimer l'élevage européen et français parce qu'elles émettent 20% des effets de gaz à effet de serre. C'est à cause de vos vaches si on a trop de méthane, de CH4 dans l'atmosphère. Mais elles se foutent pas de notre gueule. On n'a jamais eu aussi peu de vaches en France. Il y a des régions entières, la Beauce, tout ça, tout le sud-ouest, il n'y a plus une vache. Donc, puis moi, quand je rentre dans mon bâtiment, j'ai pas l'impression d'être atomisé par le CH4. Par contre, quand j'arrive à Paris, que je descends en bas, que je vais prendre le métro, je peux plus respirer parce que je peux pas respirer, c'est comme ça. Mais tout ça pour vous dire qu'ils veulent nous faire croire que nos vaches polluent, mais que les importations de Nouvelle-Zélande, il y a 3 semaines, de Chili la semaine dernière, et là, ça va nous claquer sur la gueule avec le Mercosur d'ici les prochaines élections européennes, ils n'ont pas d'autre solution. Sinon, les Allemands, on va être en guerre avec eux, ils peuvent plus vendre leurs voitures à l'étranger, d'autre côté. Donc, on va se prendre sur la gueule. Le Mercosur, c'est 100 000 tonnes de viande qui vont faire des dizaines de milliers de kilomètres. Elles, par contre, elles polluent pas. Elles dérangent pas la couche d'ozone, alors qu'ils sont dans des tankers qui vont consommer des milliers de litres de gasoil. Et la viande quand même, c'est quand même une matière noble. Comment voulez-vous que la viande qui fait des milliers de kilomètres, arrive chez nous, ça va être de la bonne viande quand même? Moi, je pense que la meilleure viande ou la meilleure... Même le lait, c'est de la fourchette, il faut pas déconner. Moi, mon lait, je le garde 3 jours dans un frigo, au bout du 4e jour, il tourne. Vous pouvez l'acheter du lait. C'est même pas du lait, c'est de l'eau blanche. Vous pouvez la garder 6 mois dans votre garage et il va jamais tourner. Mais vous avez acheté de l'eau blanche. Parce qu'avant, les industriels, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Hein, ils achètent notre lait 400 €, la sortie il est à 5 000 €. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la matière grasse, ils ont fait du beurre, ils en ont pris un peu mieux, ils ont fait du fromage, ils ont fait des yaourts. Et puis le petit lait, là, on peut dire qu'on donnait aux cochons avant, on vous le donne à vous. On vous le donne à vous. C'est pour ça qu'ils ne tombent pas. En fait, ils y mettent beaucoup de conservateurs, tous ces vous voyez, moi je ne suis pas technicien, mais je le vois bien. C'est pas normal qu'un lait il reste pendant 6 mois dans un œuf. Même il y a des semis de lait qui restent en plein soleil des fois pendant des week-ends prolongés. C'est pas normal. Vous voyez bien que nous, les paysans, on fabrique de la matière noble, mais au final, elle est toute transformée. Et la preuve en est, donc qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est très simple ce qu'ils veulent faire. Ils veulent supprimer nous en premier, les paysans. Ou alors, le peu qui va rester, il va falloir qu'on fabrique des biocarburants. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis écouté. Qu'est-ce qu'il a fait, notre cher monsieur Rousseau, au mois de juin l'année dernière avec Bercy? Rousseau, donc à la tête de la FNSEA, voilà. Pour que tout le monde comprenne. Il a essayé de trahir sa base. Mais moi, sa base, je suis en train de la réveiller. La preuve, quand j'y suis allé il y a 2 jours, hier matin, quand ils ont nettoyé la route, ils ont fait brûler tous les drapeaux de la FNSEA et des GA. Parce qu'ils m'ont écouté qu'ils avaient été trahis. Ils ont été trahis sur le GNR. Le GNR, ça a été comme les Gilets jaunes il y a 6 ans. C'est le gazole, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pour que tout le monde comprenne, c'est le gazole non routier. C'est celui qui est utilisé dans les tracteurs notamment. Mon copain là-bas, Jérôme Baye, qui s'est peut-être fait un petit peu acheter, c'est bizarre, il a arrêté. Il était sorti sur les routes parce qu'on avait une augmentation. D'ailleurs, moi, ma première vidéo que j'ai fait, que je me suis fait connaître le 2 janvier, j'ai craché après Macron, tout mon venin, j'étais pas d'accord avec cette taxe. Mais c'est pas ça qui va faire qu'on va mieux gagner demain. Mais pourquoi? J'ai compris l'affaire, c'est une escroquerie en bande organisée. Monsieur Rousseau, qui est président de la FNSEA, il est président du groupe Avril, de toutes les multinationales. Donc il a dit à son copain là-haut à Bercy, moi je suis prêt à ce qu'on augmente le prix du GNR, sur le dos de mes paysans, parce qu'ils nous prennent pour des cons, ils ne croyaient pas qu'on allait le comprendre, à condition qu'on mette beaucoup plus de biocarburants dans le GNR. Parce que pourquoi? Parce qu'ils veulent supprimer les paysans qui produisent du lait et de la viande, ils veulent nous remplacer pour qu'on fabrique du biogaz avec la méthanisation, ou beaucoup plus de biocarburants. Parce que lui, il est à la tête du groupe Avril, donc c'est le tiroir caisse. Mais on va mettre des biocarburants dans le GNR, tant pis si on n'arrive plus à vivre. Lui, il ramasse derrière, c'est tiroir caisse. Et avec les accords de libre-échange, c'est pareil. Vu qu'il a des multinationales, il gagne autant d'argent en France en achetant le lait chez moi qu'en l'achetant en Nouvelle-Zélande. Puisque les grandes coopératives, c'est plus les coopératives que nos anciens, mes grands-parents avaient créées. C'était super, ces petites coopératives. Sauf qu'au final, il n'en reste qu'une. Il y en avait des centaines au niveau de la production laitière, maintenant il ne reste que Sodial. Après, il y a 2 grands groupes, 2 géants privés qui sont Lactalis et Savencia, mais au final, ils ont le monopole avec l'oligopole, avec la FNSEA. Et quand on gratte un peu mieux la poussière, on se rend compte, c'est ce que je lui ai dit avant-hier, mais ça ne tient pas son discours. Il nous dit, ouais, il ne faut plus des importations, et il ne veut pas sortir de l'Europe, donc déjà ça ne va pas. Mais je lui ai dit, M. Rousseau, c'est vous, avec votre ancienne collègue qui était présidente de la FNSEA, maintenant elle est présidente du COPA-COGECA. En 2 mots, qu'est-ce que le COPA-COGECA? C'est le syndicat européen des pays... Madame... Christiane Lambert. Christiane Lambert, que j'ai... Le problème, c'est que je parle un peu vite, parce que j'en ai tellement à vous dire, on pourrait rester 3 jours. Donc, Christiane Lambert, elle est originaire d'à côté de chez moi, dans le Cantal. Elle s'est mariée avec un Porcher, donc elle a fait sa carrière d'agricultrice dans le Maine-et-Loire. Je ne vais pas dire sa carrière d'agricultrice, plutôt sa carrière de col blanc, parce qu'elle ne vit plus du métier d'agriculteur, contrairement à moi. C'est pour ça que des gars comme moi, on va se rebiffer et on va gagner, parce qu'on n'arrive plus à vivre. Eux vivent très bien. Donc maintenant, elle est D'ailleurs, à la FNSEA, les dirigeants de la FNSEA, on sait qu'ils gagnent des salaires d'ordre de 14 000 euros par mois. Plus que Macron. Mais bien plus, parce qu'ils sont pris... Il faut que je vous explique autre chose après. Donc, on va finir avec le COPA-COGECA. Le COPA-COGECA, c'est l'ensemble de toutes les FNSEA, FNSEA françaises, FNSEA allemandes, tous et toutes les grosses coopératives. Donc c'est géré par le COPA-COGECA. Et ce sont eux, monsieur Asselineau, le COPA-COGECA, qui signent les accords de libre-échange, alors qu'ils sont normalement là pour défendre la base des paysans. Non, ils défendent l'agroalimentaire. C'est là que le bas blesse. Et c'est là qu'il faut arriver à faire péter tout ça, et en revenant à la France. C'est votre meilleur argument. On est trahis par nos maîtres, nous, par les cols blancs. Et nous, les sans-culottes, on est à poil. Et on sera plus qu'à poil. On est à 2 morts par jour, 2 suicides. Alors, ce qui est dramatique dans toute cette histoire, c'est que, à la limite, que la FNSEA, que les très grandes fortunes qui font des fortunes dans la Beauce, les très grands céréaliers, etc., qu'ils jouent leur jeu, ça peut se comprendre. Mais moi, ce que je trouve complètement anormal, c'est le rôle de l'État dans l'histoire. Un chef d'État, un gouvernement, il est là pour défendre l'intérêt général. Mais non. Normalement, il devrait défendre l'intérêt général. Et il devrait avoir toujours un souci fondamental à l'esprit. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui pense
à l'autosuffisance alimentaire sur longue période. Et c'est enfin, moi, je ne sais pas comment vous réagissez. Mais c'est très simple. C'est-à-dire que normalement, nous devrions avoir des dirigeants, par exemple un ministre de l'Agriculture, qui devrait, avec le président de la République et le Premier ministre, envisager sur 20 ou 30 ans l'avenir de la France et se dire, nous devons absolument protéger, il doit y avoir un socle minimum d'agriculteurs en France, on est tombé en dessous de ce socle-là, il faut remonter le nombre d'agriculteurs et il faut donner la préférence à l'agriculture française. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je suis tout d'accord. D'ailleurs, c'est ce qu'ils nous font croire. C'est une illusion. La preuve en est, c'est que M. Macron, là, son dernier, je dis monsieur, pas d'habitude, je l'appelle Manu. Mais là, je suis à Paris, je suis pas loin de lui, donc je vais essayer de le respecter pour une fois. Donc, M. Macron, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a rebaptisé le ministère de l'Agriculture, ministère de la souveraineté alimentaire agricole. Il se fout pas de notre gueule. Depuis qu'il a fait ça, il est en train de signer des accords de libre-échange. Donc, il est en train de nous vendre. Mais ce qui est grave dans tout ça, c'est que, oui, Monsieur Rousseau, président de la FNSEA, il habite pas loin d'ici. Et bien, grâce à mes vidéos TikTok, que d'ailleurs je remercie vraiment tous ceux qui me suivent, ils m'ont fait passer de 0 il y a un mois à 23 000 followers, et ça claque maintenant. Mais j'ai un copain qui m'a rejoint avant-hier, il habite à 6 km de Monsieur Rousseau. C'est un céréalier, il a 80 hectares. Il m'a dit, moi je suis qu'un petit, donc je suis d'accord avec toi. Donc, quand il était dans les manifs, là, aux portes de Paris, il y avait tous ses voisins, les gros céréaliers de 600-800 hectares. Il leur a fait voir mes vidéos. Parce que quand la dernière fois, là, j'ai dit, les gars, on est en train de se faire acheter, même les céréaliers vont crever, parce que là, il y a 3 jours, vous le savez très bien, Bruxelles a donné 50 milliards d'euros à l'Ukraine, la France 10. Donc on est en train de racheter l'Ukraine pour la faire entrer dans l'Europe. Mais les céréaliers, ils sont pas fous. Ils voient bien que les meilleures terres d'Europe, elles sont en Ukraine. Donc ils vont se faire inonder par le blé ukrainien, et les Français, là, même les meilleurs céréaliers autour de Paris, même qu'ils aient mis de l'argent de côté, au bout dans 3 ans, ils sont morts, autant que nous, l'élevage. Donc ça, ils l'ont compris. Donc même les grands céréaliers, c'est eux qui ont fait brûler les drapeaux hier matin de la FNSEA. C'est les gros céréaliers de 600-800 hectares. Donc si on arrive à faire tomber les gros céréaliers qui sont la tête de la FNSEA, en fait la FNSEA, c'est des céréaliers, elle a été créée après-guerre, mais... Voilà, le Tour de Paris, même avant ici, avant Disneyland, c'était la meilleure terre de France, c'était le grenier à blé de la France. Mais on se rend compte qu'eux, ils sont en train de la lâcher parce qu'ils sont trahis aussi, autant que moi, l'élevage. Donc, il n'y a pas d'autre solution. On peut tourner dans tous les sens. Il faut qu'on sorte de cette Europe cannibale. Alors, je vous interromps parce que je connais quand même, moi, ça fait 17 ans que j'ai créé mon parti. Je vais dans toute la France, je rencontre pas mal de gens. Et je vois quand même beaucoup de gens, y compris des agriculteurs, qui se disent « Je veux sortir de l'Union européenne, donc je vais voter Bardella. » Sauf que Bardella ne veut pas sortir. Vous êtes d'accord ? Mais oui, je connais bien celui qui écrivait les discours de Marine Le Pen, qui a fait la campagne pour Bardella quand il était au régional. Il est parti parce qu'ils ne veulent plus sortir de l'Europe. Et c'est lui qui m'a expliqué tous les tenants et les aboutissants. J'aurais bien voulu donner son nom, et je crois que vous le connaissez. Et je ne me rappelle plus de son nom. Il est super, ce gars. Et c'est lui qui m'a prouvé par A plus B qu'il fallait sortir de l'Europe. C'est pour ça que j'ai lancé, que je suis venu à Paris dans l'idée qu'il fallait sortir de l'Europe. Moi, je vais jusqu'au bout des choses. Parce que c'est ça qui est dommage. C'est que Bardella, il est beau gosse, tout ça, il fait des selfies, tout, mais ils n'ont rien du tout dessous. Ils ne veulent pas sortir de l'Europe. Vous allez rigoler, monsieur Asselineau. Il y a 3 jours, quand j'étais sur le plateau de CNews, j'étais à côté de Julien Audoul. Qui est du Rassemblement national. Voilà, qui est député. Donc, vous savez, quand on est sur un plateau, chacun prend la parole, mais moi, ils ne voulaient plus me donner quand je les ai mis à terre. Ah oui. Donc, je l'ai pris, je me suis imposé. Et puis, à un moment donné, ils allaient en campagne avec leur envoyé spécial pour aller sur les manifs. Et pendant ce temps-là, on discutait. Et moi, à chaque fois qu'on partait, ils sont partis 5-6 fois, à chaque fois, je faisais péter un coup d'épaule à Julien Audoul. Je disais, tu vas le dire ou pas qu'il faut sortir de l'Europe ? Et il ne voulait pas. Je l'ai décalé de 30 ou 40 cm. Il m'a dit, je peux pas. Mais il me dit, t'as raison, c'est le problème, c'est les accords de libre-échange. Mais je lui dis, mais il faut que tu le dises. Je lui dis, si tu veux gagner les prochaines élections, dis-le qu'il faut sortir de l'Europe. Il m'a dit, je peux pas, on peut pas le sortir de l'Europe. Je lui dis, pourquoi ? Il m'a dit, je sais pas. Mais vous imaginez ? Ils vont sur des plateaux télé, ils veulent prendre le pouvoir dans 3 ans, mais Bardella, c'est comme Attal, c'est comme Macron, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Là, je suis heureux de vous l'entendre. Mais c'est les mêmes. Et moi, quand je vais dans les salons, comme je suis allé à Cournon, je suis tombé sur le jour où il y avait Bardella, j'ai même pas couru après. Tous les jeunes y allaient, ils faisaient des selfies avec lui, ils demandaient pas mieux, lui. Lui, il est en campagne pour les européennes. Mais c'est un leurre, Bardella. Le Front National, c'est un leurre, le RN. C'est un leurre. Il y avait que Jean-Marie qui voulait sortir de l'Europe. Maintenant, sa nièce Marion, elle a dit avant-hier, elle ne veut pas sortir. Sa fille, elle ne veut pas. Donc, pour moi, c'est des gens, il ne faut plus les suivre. Et puis, il faut regarder aussi les votes au Parlement européen. Mais oui. Au moment de l'Ukraine, les 50 milliards... Avant-hier.
le RN, Bardella et tous les députés du RN se sont abstenus. Mais oui. Mais là, c'est la preuve. Voilà. Mais ça, est-ce que les... Vous savez, c'était Confucius, le sage chinois, moins 500 avant Jésus-Christ, qui avait eu cette formule, qui avait dit « Il faut écouter les paroles, mais surtout observer les actes ». Donc, le monde agricole, qui est quand même... sont des gens qui sont du bon sens. C'est le bon sens paysan. Moi, j'en parle... parce que mes grands-parents étaient... Ils devraient avant tout de se dire, avant d'écouter les belles paroles, les actes. C'est quoi les actes? Les actes, c'est que le RN, ou bien la liste Marion Maréchal, etc., ils le disent sur tous les tons, on ne veut pas sortir de l'Union européenne. Mais vous avez remarqué un truc, c'est que par exemple, Attal, dans son discours de politique générale, il a attaqué le RN en disant que c'était une espèce de Frexit en souriant. Mais c'est pas vrai, c'est-à-dire que les médias essaient de faire croire aux Français qu'en fait, le RN ou la liste Marion Maréchal voudrait sortir de l'Union européenne, ce qui n'est pas vrai. Donc tout ça, c'est une espèce de méli-mélo qu'on met dans la tête des gens. La seule chose qu'il faut regarder, ce sont les programmes et la constance des programmes. Oui. La constance. Est-ce que, là, parlons de l'UPR, même nos pires adversaires ne peuvent nier que depuis 17 ans, c'est d'ailleurs inscrit dans notre ADN, dans nos gènes, j'ai déposé à la préfecture de police de Paris en 2007. Nous, notre objectif, c'est de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Mais les autres partis, LFI, c'est pareil d'ailleurs, ils veulent tous changer d'Europe, mais en restant dedans, c'est-à-dire, ce sont des leurs. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, moi je m'adresse à ceux qui nous regardent, et je m'adresse à tous les consommateurs français. Ils ont de l'ADN paysans dans leur gène, parce qu'il ne faut pas remonter bien loin. Ça fait une génération qu'il y a eu l'exode rural, qu'il y a eu... Et voilà. Avant, ils ont 2-3 générations quand même. Oh, la génération de mon père, ceux qui sont nés dans les années 50, qui ont 70 ans aujourd'hui, tous leurs parents étaient agriculteurs, leurs frères et sœurs pendant la guerre 39. Moi, c'est une génération d'avant. Ouais, allez, si vous voulez, 2 ou 3 générations. Donc, on a du sang paysan. Et moi, ce que je veux qu'ils comprennent, c'est qu'à l'époque, là, en 1939, quand il y a eu cette terrible guerre, c'était déjà le début de l'Europe qui voulait nous mettre. Donc, De Gaulle, ça a été le premier résistant. Ils n'étaient pas nombreux au début, ils étaient un peu comme moi aujourd'hui, on était une centaine. Hein, et puis ça montait, ça montait. Donc, De Gaulle, lui, c'était le gaullisme, c'était qu'il ne voulait pas de l'Europe. Donc, il faut qu'ils pensent aujourd'hui, les gens qui mangent, qu'il ne reste pas beaucoup de paysans, mais que leurs anciens, ils ne voudraient pas de ce qu'il y a aujourd'hui. Leurs anciens, ils ne voudraient pas qu'on soit au détriment des importations, parce qu'il peut se passer quelque chose de très grave. Hein. On n'est pas à l'abri d'un grand séisme, d'une grosse éruption volcanique, d'un gros virus, où du jour au lendemain, on n'est plus d'importation, on n'est pas à l'abri de ça, et qu'on soit obligé de se débrouiller par nous-mêmes. Et le jour où on n'aura plus de paysans, qu'on aura mis toutes nos terres, parce qu'il faut savoir qu'on perd un département de terre tous les 10 ans en infrastructure immobilière ou routière. Oui, en artificialisation. Voilà. Et à côté de ça, on perd beaucoup de terre pour faire des biocarburants, pour faire de la méthanisation. Donc au final, il nous reste très peu de terre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on importe beaucoup. Et on n'exporte pas tant que ça, tout compte fait. Donc il faut qu'ils en prennent conscience. Il en va de leur survie et de la vie de leurs enfants. On n'en a rien à foutre des baratins, des politique, tout ça, de ce que veut nous faire passer la télé. Il faut qu'on prenne conscience que nos anciens, ils ne seraient pas battus, on ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui. Mais il faut surtout prendre conscience que nos enfants, s'ils veulent continuer de vivre en France, eh bien, il faut qu'il y ait des paysans. S'ils veulent continuer. La vie, c'est l'alimentation. Et le meilleur médicament, c'est d'être bien nourri. Et on a besoin de nos Français. Donc, moi, je ne vois pas d'autre solution. On peut tourner dans tous les sens. On est obligé de sortir de ce cataclysme qu'il y a autour de nous. Et les Français, ils doivent comprendre qu'ils se font manipuler. On se fait manipuler du matin au soir. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. Et il en va de l'avenir de notre patrie. Parce que là, on arrive à la fin d'une civilisation. Vous voyez bien, ils veulent nous remplacer par l'intelligence artificielle. Ils veulent vraiment réduire la population mondiale. On comprend bien que demain, quand ils auront mis toute leur farine d'insectes, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Au Mans, il y a la plus grande usine de farine d'insectes. On comprend bien que quand Bill Gates, il aura monté toutes ces usines à intelligence artificielle pour multiplier des cellules souches pour fabriquer des steaks végétaux, des steaks artificiels. Ou du café, on m'a dit. Voilà, mais de tout. Ils vont faire des choses... Du café sans arôme, en fait. Le souci, c'est qu'il va y avoir un piège là-dessus. Ils vont fabriquer de l'alimentation à pas cher, parce que vu que vous n'aurez pas des gros revenus, et que vous voudrez toujours continuer à avoir votre train de vie, avoir le dernier iPhone, ou partir en vacances l'été comme l'hiver, donc vous allez être obligé de mettre un budget très restreint pour l'alimentation. Mais là, il va y avoir un piège énorme, c'est qu'on va vous alimenter à pas cher, mais on va vous alimenter avec l'alimentation qui sera passée entre leurs mains, et le but du jeu, il ne faut jamais l'oublier, c'est qu'ils veulent réduire la population mondiale. Donc, ce qu'ils ne sont pas arrivés à faire forcément avec le vaccin,
ils vont arriver à le faire avec l'alimentation qu'ils vont fabriquer en laboratoire. Et là, ils vont être très stratégiques. Ils vont dire qu'on a le meilleur carbone parce qu'ils vont nous faire des tours et l'impact au sol va être très faible. Et là, ils vont arriver à manipuler toute cette alimentation avec l'intelligence artificielle. Ils vont arriver à y mettre des choses ignobles. Ils vont arriver à se débarrasser d'un certain type de population qui ne sera pas utile. Par exemple, les retraités, par exemple, ils vont être très très malins, ils vont arriver à manipuler. C'est ce qui nous est arrivé pendant 30 ans. Quand vous regardiez la télé, il y avait de plus en plus de pubs. Et ça rentrait dans votre subconscient. Et quand vous alliez à grande surface, vous alliez acheter des produits que vous n'aviez pas forcément besoin. Et les produits que vous aviez besoin, ils étaient complètement à côté de la caisse. Donc, vous achetiez des choses qui étaient inutiles, de la malbouffe souvent. Et là, ils vont le faire, mais c'est très stratégique ce qu'ils sont en train de faire. Et avec l'intelligence artificielle, ce sont des fous. Alors, c'est quoi maintenant? On arrive un peu à la fin de l'émission. C'est quoi qu'il faut faire là, dans l'immédiat? Dans l'immédiat, il faut qu'il y ait énormément de gens qui me suivent, moi ou un autre, mais il faut sortir du carcan de la FNSEA, parce que je ne vous ai pas tout expliqué. Le problème agricole, c'est qu'on a tout à nous. On a un ministère agricole à nous, il n'y a pas beaucoup de professions qui ont un ministère rien qu'à nous. On a des banques, Crédit Agricole, Crédit Mutuel et compagnie. On a des assurances, on a des chambres d'agriculture départementales, régionales. On a des coopératives qui étaient à nous, mais qu'on ne les a plus. Pourquoi? Parce que tout ça est géré par la FNSEA. Dans les conseils d'administration, c'est la FNSEA. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils défendent là où il y a l'argent. L'argent n'est pas chez les paysans, l'argent, il est en bourse. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pour moi, déjà, sortir de l'Europe, on est tous d'accord sur ce plateau. Oui, mais attendez... Mais il faut surtout sortir l'agriculture de la bourse. C'est pas normal que moi, mon lait soit payé en fonction du tarif mondial, parce qu'il y a des gens qui connaissent rien du tout au lait, ou comme ils connaissent rien du tout au blé ou à une grainerie, il y a des spéculateurs. Il faut sortir cette agriculture de la bourse, il faut sortir l'agriculture de l'OMC, il faut qu'on devienne... Comme à une époque, c'était l'or, la valeur refuge. La valeur refuge doit être la terre avec la production de biens du terroir. Ça doit être capital. Il faut raser, il faudra faire brûler, comme ils ont fait aux Pays-Bas, cette nouvelle industrie de l'agroalimentaire qui va fabriquer ce que je vous ai expliqué il y a 2 minutes, cette merde. Mais il faut que le peuple il se réveille, parce qu'on est en voie de disparition. Mais le peuple, il s'est toujours réveillé. Quand on regarde l'histoire de France, on est tombé bas. Et moi, ce que j'ai compris, depuis pas longtemps, c'est que notre avenir, il dépend de notre passé. C'est un éternel recommencement. Donc, il ne faut pas se faire avoir. Et c'est ça qui est bien. C'est que maintenant, on est devenu intelligent, parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas que les grands médias, maintenant il y a tous ces petits médias indépendants. Il y a vous qui nous réveillez, on le voit à travers tout ce que vous racontez. Mais vous avez raison sur toute la ligne. Alors, il va y avoir des échéances qui arrivent sur les européennes. Il y a beaucoup de gens, je vois, qui disent... Alors, outre ceux qui pensent que la meilleure façon de faire chier Macron, ça serait de voter pour le RN. Moi, j'ai déjà expliqué ce que j'en pense. Si Macron avait tellement peur du RN, il n'en parlerait pas. Ah, mais c'est sûr. Bon. Si Macron, au moment de sa conférence de presse, il avait dit « Ah, moi, mon horreur, c'est l'UPR et la Frexit », nous, on aurait eu dans les jours suivants des milliers d'adhésions, parce que les gens auraient dit « Ah, on va faire chier Macron, ben, je vais voter. » Et vous seriez reçu sur les plateaux mainstream alors que vous n'avez aucune visibilité. Absolument. Donc, il y a une collusion entre le RN et Macron. On l'a vu d'ailleurs lors du débat de deuxième tour. Les deux fois. Les débats de deuxième tour. Il y a un autre problème, donc il y a malheureusement des Français qui vont tomber dans le panneau et qui vont aller voter pour Bardella. Comme si d'ailleurs Bardella, depuis 5 ans, il ne s'est rien passé. Ils avaient 23 députés. Il y a des gens qui me disent le vote utile, c'est Bardella. Ça fera quoi de passer de 23 à 27 députés? Les 27 députés s'abstiendront au moment de voter de l'argent pour l'Ukraine. C'est tout ça. Mais c'est intéressant, ça. C'est de l'opposition contrôlée. Voilà. Ils en font ce qu'ils veulent. C'est de l'opposition contrôlée. Il y a un autre élément à combattre. Ce sont les gens qui disent « Ah non, moi je vais m'abstenir parce que ça va les emmerder ». Mais si on s'abstient, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il y a eu déjà 50% d'abstention. Il y aura les résultats, ils seront là. Pareil, on l'a vu avec les élections départementales, il y en a qui ont été élus conseillers départementaux avec 7-8% de gars qui sont les élire. C'est grave quand même. Elle est où la démocratie? Moi je me permets de lancer ici, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais la seule façon de faire déjà, c'est pas la révolution, mais... Si parmi tous les gens qui vont s'abstenir, il y en avait 20 ou 30% qui votaient pour la liste que je vais conduire pour sortir de l'Union européenne. Mais vous imaginez la gueule de Gilles Boulot et de Pujadas à 22h le soir? Ouais, mais est-ce qu'ils ne sont pas capables de trafiquer les résultats des votes? Ah oui, mais alors... Parce que moi, je suis conseiller municipal. Je vais vous expliquer. Nous, notre bureau de vote, il s'est arrêté à 19h. Et on s'est dépêché, mais on s'est dépêché quand même. Oui. On avait 3000 enveloppes, à peine 2000. On est arrivé avec toute la peine du monde à sortir pour 20 heures.
Et dans les grands bureaux de vote, ils ont arrêté à 20h. Et Pujadas et compagnie, là, tous autant qu'ils sont, à 20h03, ils sont capables de donner des résultats. Ils sont quand même forts, les gars. Là, je me pose la question. Moi sur ma commune, ça n'a pas été trafiqué. Moi, j'ai surveillé Lyon toute la journée. J'étais au bureau de vote. Et j'ai été quand même estomaqué que Macron, il arrive à faire 48% dans ma commune. Alors, quand vous discutez aujourd'hui, il n'y en a pas aucun qui a voté pour lui. Mais moi, je me demande si dans les grandes villes, il n'y a pas des histoires de traficotage. Alors, c'est pas nouveau qu'il y ait des estimations à la sortie des urnes. Oui, je suis d'accord. C'est pas nouveau. Ce qu'il faut, je pense, pour les élections, c'est qu'il y ait le maximum de citoyens qui aillent au moment du dépouillement, pour aller regarder de leurs yeux vus. C'est à ça que ça sert, le dépouillement. Et d'ailleurs, nous, dans notre programme, par exemple, on veut interdire le vote électronique. C'est sûr. Ça, c'est la meilleure façon de truander le truc. Mais je me permets quand même d'insister sur le fait que je pense qu'il ne faut pas que ça dissuade les gens d'aller voter, parce que si tous les gens qui protestent ne vont pas voter, qui sont contre ne vont pas voter, il n'y a rien qui sert le système plus que ça. Hein. Le système actuel se félicite lorsque ses opposants ne vont pas voter. Les opposants, plutôt que de ne pas voter, devraient aller voter pour une liste qui est pour le Frexit, qui le dit clairement. Et là, d'un seul coup, l'idée, c'est d'imposer ce débat. Moi, ce qui m'a frappé, c'est pour ça que je vous ai invité. D'abord parce qu'on pense à la même chose. Surtout. Hein. Mais parce que j'ai vu, ça m'a fait mal au cœur. La façon dont, à partir du moment où vous avez dit qu'il fallait sortir de l'Europe, ils vous ont traité d'une façon, avec un mépris de classe, comme un clochard. Vous aviez des journalistes, avec un costard, etc., qui doivent gagner peut-être 3 ou 4 fois plus que ce que vous gagnez. 10 fois plus. 10 fois plus, peut-être. Bon. Et qui vous ont dit, oui, non, mais attendez, là... vous êtes du trou du cul du monde, l'autre là, mais voilà. Non, on est à Paris, donc, là, quand même. Dites, c'est la mondialisation, aujourd'hui, c'est l'Europe, on ne peut pas faire ça. Donc, mais repartez chez vous, vite. Je me permets d'insister, je pense que la première chose qu'on doit faire à court terme, enfin, à horizon du 9 juin, c'est imposer le débat sur la sortie de l'Union européenne. Ils n'en veulent pas. Ils veulent tout faire pour que ce débat n'ait jamais lieu, et ils veulent faire croire que la vraie opposition, ça serait entre Bardella et Attal. Voilà. C'est pour ça que ça vous donne raison. Puisque vous ne pouvez pas avoir des plateaux et qu'ils ne veulent surtout pas mettre sur le tapis ce débat, moi je dis, vous avez raison. C'est obligé. Les Anglais l'ont fait, ils ne sont pas plus malheureux que nous, ils ne manifestent pas aujourd'hui. Au contraire, je vais faire une vidéo justement parce que là... Allez sur le terrain, allez voir des agriculteurs là-haut. Moi je pense que c'est ça qu'il faut faire. C'est sur le terrain que ça va se jouer. Vous savez, j'ai voulu aller... Là, c'était avant-hier. J'ai voulu aller voir des agriculteurs là, dans la région parisienne. Je suis allé dans l'Essonne. Ah, j'ai découvert un truc incroyable, c'est que les agriculteurs qui manifestaient sur des autoroutes, il était impossible de les rallier. C'est-à-dire que toutes les routes étaient barrées, et à un moment, avec des chemins de travers, j'ai voulu aller dans comment on appelle ça C'était le deal entre la FNSEA et, voilà. On est arrivé, il y avait une zone de service, vous savez, avec station-service et tout. Donc, par des routes détournées, on arrive, il y avait une voiture de gendarmes. Oui, je sais. Ils m'ont vu arriver. Alors, ils m'ont reconnu, donc on a discuté le coup, ils étaient sympathiques d'ailleurs. En plus, ils m'ont dit, en l'espèce, je vais pas dire où c'était, mais ils m'ont dit qu'ils étaient d'accord avec nous. Bon, parce qu'il y a quand même ça dans la société française, il y a quand même un ras-le-bol général d'énormément de gens, y compris dans les forces de l'ordre. Mais bon, ils appliquaient les directives. Et donc, je n'ai pas pu passer. C'est-à-dire que tout est dans un milieu, on vous laisse manifester, mais en fait, on va vous phagocyter pour ensuite vous détruire. Moi, je connais des journalistes qui sont allés là juste à l'entrée de Paris. Ils sont arrivés à rentrer avec leur carte, mais dès qu'ils ont parlé d'une certaine façon et que tout de suite les gars ils ont été grattés, ils l'ont vite exfiltré. Voilà. Et moi, quand j'y suis allé, je suis arrivé à passer de nuit sous des barrières, basta. Et il y en a qui m'ont reconnu. Et il y en a qui m'ont dit que j'ai raison. Mais je dis, mais j'ai raison, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train de faire la déclaration comme quoi il faut lever le camp. Ils tiraient des feux d'artifice. Ah, mais j'étais abasourdi. Ils chantaient, ils dansaient. Moi, j'ai l'impression que c'était le 14 juillet. Ouais. J'étais fou. Ils ont tout fait pour me virer. J'ai dit, non, je reste là, je paye des impôts comme vous sur l'autoroute. Voilà, parce qu'ils m'avaient reconnu. Et comme ils me disaient de partir, j'ai dit, il faut rester. Je suis con, moi, je suis comme ça. Et j'ai compris pourquoi ils m'ont dit qu'il fallait que je parte. Parce qu'il y avait Rousseau qui est arrivé un quart d'heure après. Tout à coup, j'ai vu un escadron de gendarmerie. Parce que M. Rousseau, il ne peut pas y aller comme moi. Il faut qu'il ait un escadron de gendarmerie. Et c'est là que je me suis mis dans l'allée où il allait passer. Tout le monde l'applaudissait à tue-tête. J'étais hors de moi, à l'intérieur de moi. Et quand il est arrivé en face de moi, il ne m'a pas reconnu. Il a voulu me serrer la main et c'est là que j'ai dit non. Et c'est là, il y avait BFM qui me filmait, j'avais monté mon cou, même que je ne les aime vraiment pas, avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Il a été obligé de me parler puisqu'il y avait la caméra au-dessus.
Et là, je l'ai coincé. Et c'est pour ça que c'était avant-hier soir, c'est pour ça qu'un matin, quand ils ont balayé les routes, les agriculteurs, parce qu'on a un petit peu quand même de savoir-faire, on a laissé l'état de la route comme on l'avait pris. Et je remercie d'ailleurs mes copains de la FNSEA à la base, les syndiqués, pas les syndicalistes. Les syndiqués, on est tous dans la même merde, le bateau il coule. Donc je les remercie d'avoir bien laissé les routes propres et surtout d'avoir mis les drapeaux de la FNSEA au feu. C'est super. Ça, c'est le symbole qu'on n'en veut plus de la FNSEA, on n'en veut plus de l'Europe, on n'en veut plus de cette mondialisation. Vous êtes en train de nous tuer. Le mot de la fin, si on fait une comparaison historique, est-ce que vous pensez qu'on est en 1788 ? À vrai dire, je ne suis pas un fada de l'histoire de France, mais oui, je pense. Et je pense qu'on est aussi en 1939. Je pense qu'on est sous régime de Pétain. On a des gens qui ne sont pas très clairs au niveau du gouvernement et des syndicats, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a des collabos, il y a beaucoup de collabos. J'ai l'impression qu'il y a plus de collabos que même en 39. Et en 39, il n'y en avait qu'une centaine, je crois, de résistants au départ. C'est monté plutôt crescendo. Moi, j'ai l'impression que je peux être... voilà, ce gars qui peut créer la brèche. Là, je pense que je l'ai créé, la brèche. J'ai mis le pied dans le plat sur CNews. J'ai créé la brèche. Il faut savoir s'y enfiler. J'ai tracé le sillon de l'espoir. On la voit, la lumière au bout. Maintenant, voilà, c'est au peuple à décider. Hein. Merci d'être venu. Vous venez à UPR TV quand vous voulez. Oui, je vous invite, si au cours des semaines, des mois qui viennent, vous voulez notamment... ce que je crains, je vais vous le dire, c'est que ça suive le même mouvement que les Gilets jaunes. C'est que progressivement, tout soit fait pour phagocyter ce mouvement, pour le saloper, le pourrir. Dans un premier temps, essayer de l'environner. Après ça, d'évoquer un ou deux sujets. Le Mercosur, par exemple. On fait croire aux Français que tout le problème, ce serait le Mercosur. Non. Le Mercosur, c'est un des problèmes parmi beaucoup d'autres. Mais on focalise là-dessus. Et puis, progressivement, on a des syndicats jaunes qui vont dire « Allez, on a obtenu avec des promesses. » Mais quand le mouvement est retombé, bon, après, personne ne vérifiera les promesses. Et puis après ça, on va essayer de vous pourrir. On va dire qu'il y a chez vous des ci, des ça, des antisémites, des complotistes. C'est comme ça que ça s'est terminé. Et puis, il y aura de la violence, il y aura des provocateurs. Et puis, le risque, c'est que ça se termine comme ça a été les Gilets jaunes. Donc, si... nous, on peut vous aider à maintenir la qualité d'analyse et puis le côté pacifique, mais résolu. Il faut à la fois le pacifisme, mais la résolution et la détermination pour ne pas varier. Nous, ce que l'on veut, c'est sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. On n'en a pas parlé, mais vous êtes toujours d'accord. Ça doit être, je pense, notre ligne de conduite absolue. Votre UPR TV, si vous voulez venir, vous téléphonez. Ça fait plaisir, oui. Voilà. Ça permet de porter notre parole. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup de gens comme moi qui ont compris la supercherie. C'est pas possible, ça fait trop longtemps que ça dure. Mais moi, je pense qu'on peut y arriver, il n'y a pas de souci. On doit y arriver pour l'avenir de nos enfants, en mémoire à nos anciens. Voilà, on ne peut pas faire tomber notre France comme ça. Ils veulent plus qu'il y ait de France, ils veulent que ce soit l'Europe par la mondialisation, mais on ne peut plus. Vive la France. Ah mais c'est sûr, moi quand je vais faire le don du sang, ils disent que je suis bizarre, j'ai du sang bleu, blanc, rouge dans les veines, c'est bizarre. Vive la France. Vive la France, on terminera là-dessus. Merci Sébastien Hérault d'être venu.